Bonjour, bel bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette dernière vidéo. Alors si vous venez d'arriver, sachez que cette thématique, il y a déjà 3 vidéos précédentes qui introduisent et traitent du sujet. Un thème que j'ai lancé pour répondre à la question pourquoi la France n'accordera pas à ses territoires d'outre-mer l'indépendance. Donc il a fallu qu'on fasse un bond dans le passé, des ponts avec le présent pour identifier et conclure, faire des conclusions sur la situation actuelle. Donc j'espère que cela va, comment dirais-je, vous pousser à la réflexion et comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Donc, je vous laisse faire vos conclusions. Je vous ai apporté des faits, c'est factuel. Et là, aujourd'hui, je vais conclure sur ces éléments que je vous ai apportés. Ensuite, je vous dirai mon propre ressenti, même si je l'ai beaucoup partagé dans ces vidéos. Mais là, clairement, je vous dirai ce que je pense de l'autonomie, ce que je pense de l'indépendance, ce que je pense des institutions qui nous gouvernent aujourd'hui localement. Donc c'est parti, je vais commencer cette vidéo avec la définition d'un mot, le mot ressentiment. D'accord, vous n'êtes pas sans savoir que tous les territoires éprouvent un ressentiment vis-à-vis de la métropole, bien que faisant partie de la métropole, de la France métropolitaine, et il faut comprendre pourquoi. Que veut dire ce mot? Donc il vient du latin médiéval resentire, j'espère que je prononce correctement, qui est découpé en 2 parties. La première partie qui indique une répétition d'intensité, et sentir, sentire, qui veut dire éprouver une sensation, une émotion. En ancien français, ressentir signifiait simplement sentir vivement ou ressentir de façon intense. Cependant, à partir du XVIIe siècle, le terme ressentiment a pris une connotation plus spécifique, marquant un sentiment durable de rancune ou d'amertume. Il désigne alors l'état psychologique d'une personne qui éprouve une émotion négative persistante, souvent en raison d'un sentiment d'injustice, d'humiliation ou d'insatisfaction qu'elle n'a pu exprimer ou résoudre. Voilà. Donc voici ce que nous avons, ce que nous expérimentons comme sentiment en Martinique, lorsque nous constatons qu'il y a une forme de continuation du système colonial sur le territoire. Donc, je vais faire une synthèse de l'histoire de la Martinique et puis conclure en faisant une synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment dans les 3 premières vidéos. Donc, l'histoire de la Martinique depuis le système colonial est profondément marquée par la colonisation française, l'esclavage et les mouvements vers l'émancipation et l'autonomie. Donc vous savez, ça commence en 1635, la fondation de la colonie avec Pierre Belin d'Esnambuc, Pierre, je dirais, qui prend possession de la Martinique au nom de la compagnie. Donc très vite, les colons s'installent et implantent une économie de plantation basée sur la production de sucre, nécessitant une main-d'œuvre massive. Alors, qui dit main-d'œuvre massive, parce que l'économie mercantiliste l'imposait, dit introduction de l'esclavage. Donc pour soutenir la production sucrière, les colons font appel à l'esclavage en important des Africains. C'est un système qui est officialisé par le Code noir en 1685 par un décret rédigé sous Louis XIV qui légifère sous le statut des esclaves dans les colonies françaises, et l'esclavage devient ainsi la pierre angulaire de l'économie martiniquaise. L'abolition de l'esclavage arrive en 1848. On a des mouvements abolitionnistes tout au long du XVIIIe siècle. L'idée d'abolir l'esclavage prend de l'ampleur en France et dans ses colonies. Donc il faut vraiment voir d'où ça vient. Peut-être que je ferai une playlist dédiée aux raisons de l'abolition de l'esclavage. Donc on a une insurrection d'esclaves comme celle de Louis Delgrès en Guadeloupe en 1802. Et la pression des mouvements abolitionnistes européens intensifie la lutte contre l'esclavage. Abolition officielle en Martinique précisément le 22 mai 1848 grâce à Victor Schœlcher,
sous-secrétaire d'État à la Marine, qui joue un rôle clé dans la signature du décret d'abolition, ce qui marque la fin de l'esclavage, en tout cas en Martinique. On a un passage, une transition vers la citoyenneté française en 1946. Vous voyez, c'est pas si loin que ça, Seconde Guerre mondiale. Après l'abolition de l'esclavage, la Martinique passe par une période de modernisation, mais les tensions sociales et raciales demeurent. En 1946, la Martinique ainsi que d'autres colonies françaises, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, devient un département d'outre-mer et Aimé Césaire, figure clé du mouvement littéraire de la négritude, et député de la Martinique, joue un rôle crucial dans cette transformation en département. Un pacte de la départementalisation, c'est un statut qui rapproche davantage la Martinique de la métropole française, en conférant aux Martiniquais les mêmes droits que les citoyens de l'Hexagone. Donc, il faut que la France s'aligne sur ça. Cependant, cela a également entraîné une dépendance économique accrue à l'égard de la France et exacerbé les débats sur l'autonomie et l'identité martiniquaise. Année 1960-2000, on a des mouvements autonomistes et indépendantistes. Dans les années 1960, on a un sentiment nationalisme qui émerge, influencé par des mouvements de décolonisation à travers le monde. Donc il y a plein de pays qui ont décolonisé et la France non. Bref, des partis comme le mouvement indépendantiste martiniquais, le MIM, sont fondés, appelant à l'indépendance totale de la France. Le MIM est porté par des figures comme Alfred Marie-Jeanne, qui a marqué la politique locale. On subit quand même des tensions et des répressions. C'est-à-dire que lorsque des militants appellent à l'indépendance, eh bien ces militants se font bien recadrer. Donc on a des tensions, il y a des tensions entre le gouvernement français et des militants martiniquais dans les années 70, 1970, d'accord, avec des événements marquants, inclus l'affaire de l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique en 1963, où des militants sont carrément arrêtés pour avoir appelé à l'indépendance. Ils sont arrêtés. 1963, les amis. Ok, c'est pas si loin que ça. Vous devez avoir un frère, non, peut-être votre mère, votre père. Voilà, c'est pas si loin. Des tantes, ok, si vous avez la quarantaine aujourd'hui, c'est pas si loin que ça, d'accord. En 2015, on a un changement institutionnel. Donc la Martinique devient une collectif territorial unique, une CETU. Donc ça fusionne, on fusionne le conseil régional et le conseil général pour simplifier la gouvernance locale. Maintenant, il faut voir réellement les conditions de cette CETU, parce que je vous ai parlé de la Corse, qui a eu un statut aussi de collectivité. Vous voyez que la Corse, elle peut faire plein de choses. Donc il faudrait, plein de choses, ok, il y a des limites, mais il faudrait voir en quoi notre collectivité territoriale, comment elle est constituée et quels sont ses devoirs, ses obligations et l'étendue de son pouvoir déjà local. Donc si vous ne le savez pas, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je ferai peut-être une playlist là-dessus ou une vidéo spécialement dédiée à cela. Donc ce changement administratif est souvent vu comme une réponse aux aspirations autonomistes, même si la Martinique reste toujours une région et un département français. Alors, on est toujours une région et un département, mais on est aussi une collectivité. Donc, il y a des choses qui se superposent. Donc, finalement, on voit que la France, voilà, il faut voir jusqu'où sont les limites de la France dans cette CETU. Et voilà. Donc, il y a un débat qui reste vif aujourd'hui avec certains Martiniquais qui prônent l'autonomie pour gérer les affaires locales, tandis que d'autres demandent une indépendance totale. Donc, on a arguant que la dépendance économique et les relations postcoloniales avec la France freinent le développement de l'île. Je vous laisse faire votre idée. Moi, je partagerai mes idées à la fin, si vous voulez bien. Donc, quels sont les enjeux actuels? Nous avons des défis économiques, des défis environnementaux. Nous avons une identité à promouvoir. Donc, quels sont les enjeux actuels? Parlons d'abord des défis économiques et environnementaux. La Martinique fait face à des défis en raison de sa dépendance aux importations et de la monoculture de la banane. En outre des crises environnementales, vous voyez qu'on est toujours dans le système colonial de monoculture. Je referme la parenthèse. En outre des crises environnementales comme l'empoisonnement au chlordécone, pesticides utilisés dans les bananeraies, qui touchent l'île depuis les années 70, donc 1970, exacerbant les tensions entre les Martiniquais et l'État français. Vous voyez, nous nous sommes rassemblés, nous avons porté l'affaire en justice et jusqu'à présent, je suis incapable de vous dire ce qui a été. Est-ce que c'est normal de saisir la justice
et de ne pas savoir où nous en sommes. Il faut vraiment que vous compreniez que cela émane d'un mécanisme colonial où la justice, les affaires judiciaires et militaires n'étaient pas là pour protéger les esclaves, mais les intérêts des colons et les intérêts de la métropole. Bien. On continue avec l'identité culturelle et mémoire. C'est factuel ce que je dis, hein. Je fais juste des ponts. C'est-à-dire que je ne donne même pas mon avis, je fais des ponts. Identité culturelle et mémoire. Le débat sur la mémoire de l'esclavage et de la colonisation reste crucial. En 2020, il y a eu des petits heurts, hein. Des statues de Victor Schellcher ont été renversées, soulignant la persistance des blessures historiques et l'aspiration à une réécriture de l'histoire post-coloniale martiniquaise. En conclusion, l'histoire de la Martinique depuis la colonisation jusqu'à nos jours est une histoire complexe de résistance, de transformation et de quête d'identité. Si le passage à la départementalisation a ancré l'île dans un cadre républicain français, les aspirations autonomistes et indépendantistes restent des sujets brûlants, avec des questions persistantes sur la dépendance économique, l'identité culturelle et la souveraineté. Bien, je vais faire maintenant une synthèse et un rapprochement des 3 dernières vidéos entre les objectifs de la colonisation et ses lois, ainsi que les comportements contemporains, en prenant en compte les informations que j'ai échangées, hein, des précédents échanges lors de ces vidéos. Les objectifs. Historiquement, la colonisation visait à enrichir et renforcer les nations colonisatrices grâce à plusieurs stratégies interconnectées, dont les principales étaient l'exploitation économique des ressources. Donc, les colonies fournissaient des matières premières à bas coût pour les métropoles qui en faisaient des produits finis destinés à la vente, souvent à des prix élevés. Ce système basé sur le mercantilisme s'appuyait sur une main-d'œuvre exploitée ou asservie. Ok, très bien. On continue. L'expansion commerciale et monopole. En contrôlant les colonies, les métropoles s'assuraient des débouchés commerciaux protégés pour écouler leurs produits manufacturés. Les lois restrictives interdisaient souvent aux colonies de commercer avec d'autres nations, les obligeant à dépendre de la métropole, comme avec la Compagnie des Indes. Accroissement du prestige et du pouvoir. Donc ça, c'est les objectifs, hein. La possession des colonies témoignait la puissance d'un État, renforçant sa position diplomatique et militaire en Europe. C'est toujours le cas. Mission civilisatrice et justification morale. Vous saviez que la colonisation n'est pas arrivée seule, elle est arrivée avec la foi catholique. Donc la colonisation a souvent été justifiée par une supposition mission civilisatrice. On vient éduquer des sauvages, on leur apporte la foi chrétienne, okay, visant à évangéliser et éduquer les peuples colonisés, ce qui renforçait le sentiment de supériorité culturelle. Maintenant, voyons voir les héritages de tout ça dans nos lois et les comportements contemporains. Même après la fin de la colonisation, les départements et territoires d'outre-mer restent liés à la France. Plusieurs lois, dispositifs et attitudes révèlent encore des influences de la période coloniale, bien que adaptées au contexte moderne. L'octroi de mer, puisque j'ai abordé l'octroi de mer et plusieurs fiscalités adaptées, hein, initialement conçu pour soutenir le commerce colonial. Alors, je reprends l'octroi de mer, initialement a été conçu pour soutenir le commerce colonial. L'octroi de mer a évolué, mais reste un pilier de la fiscalité dans les territoires. Il permet aux collectivités locales de se financer, mais aussi de contrôler l'importation pour protéger la production locale. Alors, c'est pourquoi là, je demanderais vraiment à nos responsables de notre CETU de faire preuve de transparence. Il y a un livre de compte qui est tenu avec ce qui rentre et ce qui sort, et nous aimerions savoir comment est répartie cette taxe, cette fiscalité, cet octroi au sein du territoire. Pourquoi ? Parce que deux objectifs à l'octroi de mer. Première, c'est de consommer plus localement. Le deuxième, c'est soutenir le développement économique de l'île. Or, avons-nous des projets autour de ça clairement définis, proposant une réintégration de nos jeunes sur l'île, et deuxièmement, leur permettant, au moyen de mécanismes mis en place, de monter des structures, des entreprises pouvant contrebalancer les monopoles existants sur notre île, qui contrôlent toute la chaîne de distribution et de transformation des aliments. Avons-nous des choses ? J'aimerais que peut-être par trimestre ou par semestre, qu'on ait
un point de situation sur les finances de notre Sétu, sur les projets qui ont été financés, sur réellement les actions qui sont soutenues pour réduire le chômage en Martinique et développer l'activité économique. Parce que moi, je manque d'informations. Peut-être que je ne sais pas où aller chercher, mais en tout cas, il faut vraiment un conseil ou un moment tous les 3 mois ou une fois par an, télévisé, où on ne parle que du budget. Mais pas que quelque chose de je ne comprends pas trop. Voilà, quelque chose que tout le monde puisse comprendre. Un tableau de suivi des actions ou suivi des objectifs. Voilà. Je sais pas, je suis preneuse. Je ne sais pas si vous voulez aussi laisser vos avis en commentaire. La loi Girardin et incitation fiscale, bon, la France continue d'encourager les investissements dans ces territoires ultramarins par des lois spécifiques, dont la loi Girardin, j'en ai parlé, en favorisant les investissements en outre-mer. L'État métropolitain soutient le développement économique local, je mettrai des guillemets sur ça, mais aussi les intérêts fiscaux des investisseurs de métropole. Ce mécanisme d'incitation évoque les pratiques coloniales de protection des capitaux extérieurs. D'accord ? Donc on fait des ponts, je fais une synthèse des ponts, là, si vous n'avez pas compris. Monopole et dépendance économique. Bien que le contexte ait évolué, certains secteurs restent dépendants des entreprises métropolitaines. Je vous ai parlé de la banque, assurance, qu'est-ce qu'on a encore, télécommunications, ce genre de choses. Ça reste dépendant des entreprises métropolitaines et la distribution, pas la distribution, mais tout ce qui est centres commerciaux, etc. Cette dépendance économique s'apparente aux anciens monopoles commerciaux, ok, qui empêchaient les colonies de développer leur propre réseau. Le maintien d'une part significative des infrastructures, transport, énergie, aux mains d'entreprises métropolitaines, limite encore l'autonomie économique locale. Alors, quand est-ce que la Sétu va encourager un développement d'infrastructures énergétiques propres à la Martinique? On a suffisamment de quoi mettre en place de l'énergie verte en Martinique. On a la géothermie, qui est très puissante. On a, je ne dirais pas les éoliens, mais on a les courants marins. On peut mettre, voilà, comme on peut se baser sur les travaux en Écosse ou dans d'autres pays, pour voir comment mettre certaines choses en place pour générer suffisamment d'énergie, pour être autosuffisant en termes d'énergie, et donc pouvoir réguler nos propres prix, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une augmentation des tarifs, il n'y a pas de répercussion sur le peuple martiniquais, puisque le peuple martiniquais gère sa centrale énergétique propre, et même est capable d'alimenter la Guadeloupe, la Sainte-Lucie, la Guyane, j'en sais rien. Mais c'est une manière aussi indirectement de faire rayonner la France et de permettre à la France d'interagir avec les pays, avec les pays, oui, les pays qui se trouvent dans la Caraïbe. Je ne vois pas en quoi ça empêche la France de rayonner, de nous laisser cette autonomie, cette autodétermination. Quoi ? Parce que quoi ? Parce que ceux qui ont le monopole commercial en énergie et en transport, ça va leur coûter. Mais si vous faites un ratio sur le temps, qu'est-ce qui est plus profitable à la France ? Le rayonnement de la France, d'un point de vue étendue économique et militaire, ou simplement toujours valoriser les mêmes grosses structures déjà existantes qui imposent leur hégémonie, leur monopole. Il y a une vraie, je sais pas, il y a une réflexion à avoir là-dessus. On continue. Politique de soutien social et surrémunération. Alors ça va faire bien ressentir ça va bien faire sortir les ressentiments. Les mesures spécifiques contre les surrémunérations pour les fonctionnaires venus de métropole rappellent la position d'anciennes colonies. Ces pratiques nourrissent parfois un ressentiment local perçu comme une forme de néocolonialisme social et économique. Pourquoi ? Parce que les postes à responsabilité sont donnés, sont attribués, sont accordés aux étrangers. Quand je dis étrangers, je dis les personnes qui viennent de la métropole. D'accord ?
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire hégémonie, puisque je l'ai dit, ça désigne une forme de domination, de prépondérance exercée, soit par un État, soit par un groupe, une organisation, une culture sur d'autres. D'accord? Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse pour que vous puissiez bien comprendre les mots que j'emploie, même si je parle un peu vite en fort débit. Je mets en excuse mon maïla, pas de chaîne moins riguet. C'est pas ça qui plaît important. C'est beau quand t'es là, nous café, qui est important. Et j'espère que vous laisserez vos avis, que vous partagerez aussi autour de vous. Continuons. Donc quand je dis que certains postes sont privilégiés et qu'on préfère laisser des personnes qui viennent de métropole à Pau-Clair, principalement les leucodermes, prendre certaines responsabilités, il faut se poser une question et on a un ressentiment qui est fort. Voilà. J'ai déjà défini le mot ressenti. On continue. Éducation, représentation culturelle. Alors, les curriculums scolaires marqués par une histoire racontée principalement d'un point de vue métropolitain, c'est pas flatteur, ça ne reflète pas une relation égalitaire, mais plutôt une relation inégalitaire. On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs, mais c'est exactement ça. En plus de l'histoire, l'éducation. Alors, les efforts pour redéfinir les programmes scolaires afin de mieux inclure l'histoire et les perspectives des territoires ultramarins sont en cours, mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une initiative qui est en cours, il y a une forme de lenteur qui se met en place. Donc la lenteur dans les changements illustre la persistance de l'influence coloniale. À chaque fois qu'il y a un compatriote qui milite pour ses droits, peut-être qu'il soumet cela face aux autorités judiciaires, ou même qu'il soumette un dossier pour une revendication ou pour une mise en place d'un système un peu plus, qui favorise un peu plus ses compatriotes, on se retrouve toujours dans une lenteur administrative. Toujours. Et il faut vraiment en être conscient. La lenteur est souvent, il y a des expressions un peu idiotes qui disent oui, en Martinique c'est toujours lent, mais elle est faite exprès, c'est fait exprès en fait. Parce que la lenteur illustre la persistance de l'influence coloniale. Nos collègues ne sont pas plus lents que d'autres. Hein. Il faut arrêter de dire que parce qu'on vient d'un pays chaud, nous sommes lents. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est quelque chose qui est rentré en nous et on est lent. Est-ce que c'est vraiment nous qui le sommes? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Hein, il y a une lenteur administrative, il y a une lenteur dans les procédures et ça illustre la persistance de l'influence coloniale. Chaque fois qu'il y a un changement, il y a un dossier, il y a quelque chose qui va apporter un changement, eh bien tout est ralenti dans l'administration. Je vous laisse partager votre avis. Dites-moi si vous l'avez déjà remarqué. OK? Alors, regardons un petit peu l'évolution des comportements sociaux et du ressenti postcolonial. Ça m'intéresse. L'esclavage et la colonisation ont profondément marqué les sociétés ultramarines. Pas de problème. Le concept de déshumanisation qui a permis l'exploitation des peuples asservis, et la notion de déshumanisation, ça a été codifié, hein, le code noir. Hein. Peut-être qu'on en parlera. Est encore perceptible dans les comportements contemporains par des stéréotypes. Par exemple, quand je parle de lenteur, c'est un stéréotype, mais pas que. Des discriminations et des inégalités sociales. Alors, je reviens encore sur la lenteur. Hein. Quand on nous attribue une lenteur, c'est un stéréotype. Mais quand il y a un changement qui est engagé avec des démarches qui sont mises en place pour asseoir ce changement, parce que c'est profitable pour, par exemple, les Martiniquais ou les Guadeloupéens, en tout cas les peuples des ultramarins, il y a une lenteur administrative, une lenteur judiciaire qui se met en place. Et ça, ce n'est pas normal. D'accord? Donc, je reviens. Comportement contemporain par des stéréotypes, des discriminations et des inégalités sociales. Donc, les traumatismes historiques reconnus aujourd'hui par des recherches en psychologie sociale montrent comment ces expériences peuvent se traduire en comportements de résistance, de protection identitaire ou même de ressentiment. Alors moi, il y a quelque chose qui me choque. Il faut vraiment qu'on fasse des recherches en psychologie sociale pour dire qu'il y a eu traumatisme. Il y a eu plein de traumatismes dans le monde. Hein. Si je parle de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a un peuple qui a été fortement stigmatisé. Il n'y a pas eu besoin de recherche en psychologie sociale pour dire qu'il y a eu un traumatisme historique là. Hein. Nous avons subi 300 ans d'esclavage.
213 ans en Martinique, 300 ans d'esclavage, d'accord? Le traumatisme, il est réel. Et les prochaines vidéos, la semaine prochaine, je prépare une playlist sur l'impact psychologique de la colonisation et comment cela a modifié notre comportement. Okay? Comment ça s'inscrit indirectement aussi en nous. Okay? Donc, en synthèse et conclusion, des objectifs de la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation, le contrôle économique et mission civilisatrice, ont laissé des traces profondes dans les dom-toms. Les dispositifs fiscaux comme l'octroi de mer et la loi Girardin, pour ne parler que, la dépendance économique et les politiques d'encadrement social montrent que certaines structures coloniales se sont adaptées mais n'ont pas disparu. Et ça, je pense que j'en ai parlé dans une des vidéos précédemment, ça s'est dilué dans la République française. Ça s'est dilué. Ça n'a pas disparu. Et la France continue à avoir la même hégémonie en ce qui concerne ces territoires ultramarins. Cette domination forte, elle est vraiment présente et continue. Et elle se retrouve dans les lois. Une continuation. C'est dilué, mais ça n'a pas disparu. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment, c'est très factuel ce que je dis, si vous dites que ce n'est pas vrai, que vous tournez la chose autrement, j'ai envie que vous soyez honnête. Même les métropolitains qui m'écoutent, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Pourquoi pour un peuple qui n'a même pas souffert 300 ans, il y a une reconnaissance directe d'un traumatisme? Pour nous, il faut des recherches psychologiques, il faut pas mal de choses pour justifier. Forcément, vous ne voulez pas justifier parce que tout simplement, nous vous avons enrichi à la sueur de notre front et goutte après goutte de sang versé. Alors, de plus, revenons un peu à cette synthèse et cette conclusion, l'importance de l'histoire et de la culture locale gagne en reconnaissance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un éveil, il y a quand même un sursaut. Ce qui pourrait progressivement atténuer ces héritages. Il ne faut pas simplement les atténuer. Il ne faut pas simplement constater qu'on dilue les structures coloniales. Non, parce que les structures coloniales se sont adaptées, elles n'ont pas disparu, mais qui a repris les monopoles? Les grandes sociétés qui sont implantées et les colons, les descendants des colons qui sont toujours présents et qui bloquent, qui mettent en place une domination d'un point de vue économique, qui captent tous les investisseurs et qui du coup nous empêchent de nous développer sur le territoire et d'instaurer un équilibre et d'atténuer, voire d'annuler ces monopoles. C'est extrêmement compliqué. Donc, atténuer ces héritages, il faut pour cela qu'il y ait des actions sociales, économiques, culturelles qui se mettent en place pour éduquer nos plus jeunes, accompagner les plus grands, faire preuve de transparence en termes de distribution des fonds entrant sur notre île et réfléchir à des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. Parce que être inscrit dans nos gènes à force de souffrance, par la force des choses, la nécessité de subvenir à notre besoin immédiat. Parce qu'on ne savait pas à l'époque si nous allions vivre un autre jour. C'était l'esclavage, c'était dur. Et donc c'est resté, et donc on ne fait que répondre à un besoin immédiat. On ne peut plus faire cela. Parce qu'il faut éduquer nos jeunes, il faut les accompagner, il faut leur laisser quelque chose de correct pour qu'ils puissent se projeter et projeter leurs enfants à leur tour, c'est-à-dire notre descendance. Donc il reste cependant essentiel de poursuivre les réformes, d'accord, et de valoriser une vision équilibrée. Donc l'équilibre, c'est-à-dire réduire le monopole sur le territoire. Que ce soit le monopole des colons, descendants de colons, ou le monopole des entreprises métropolitaines qui ouvrent des filiales et dont l'argent ne reste pas forcément pour faire vivre notre économie. D'accord? Donc, il faut parvenir à une relation plus égalitaire et respectueuse de l'autonomie, justement, et de l'identité propre à nos territoires.
territoire ultramarin. Je terminerai aussi par une réflexion propre, par cette idée que j'aimerais partager avec vous, et sur le pardon. D'accord? La notion du pardon. Avant de parler de cette notion, j'aimerais définir le mot pardon, vous dire d'où il vient. Ok? Le mot pardon vient du latin médiéval perdonare, composé de per, c'est-à-dire complètement ou pleinement, et donare, qui est donner ou accorder. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose complètement, on accorde complètement quelque chose. D'accord? Donc l'idée initiale était celle d'un don total, un abandon complet. Un don total, un abandon complet. Ok? Signifiant le fait d'accorder un absolu relâchement de la faute. Un absolu relâchement de la faute. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne peut plus accorder notre pardon. En fait, nous, peuple ultramarin, nous ne devrions pas pardonner. Parce que ça veut dire qu'on accorde un absolu relâchement de la faute. Et il y a une faute qui a été menée par les pays colonisateurs. Donc certains ont libéré leurs anciennes colonies totalement. Je pense notamment l'Angleterre a accordé l'indépendance, mais sous conditions. Ils sont tenus par quelques accords commerciaux, Commonwealth, etc. Mais elle a quand même accordé. Elle a fait un geste. La France ne fait aucun geste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder le pardon à une personne, à une institution, à un groupe, peu importe, qui sait réellement ce que ces actes ont porté et le résultat de ces actes, l'impact, qui connaît l'impact de ces actions. Pendant 300 ans, on ne peut pas accorder notre pardon. C'est une perte de temps pour nous de dire on vous pardonne. Parce que si on fait ça, on accorde un absolu relâchement de cette faute. Et les mots ont énormément d'importance. Les mots sont puissants. Les mots ont énormément d'importance. On ne peut pas accorder à des personnes qui nous ont, pendant 300 ans, flagellés, un absolu relâchement de la faute. C'est-à-dire, si on regarde l'évolution sémantique, c'est-à-dire qu'a pris le sens de renoncer à punir ou dispenser du châtiment. C'est-à-dire qu'on accepte, on dit à la France, tu n'as pas besoin de réparer tes actes. Tu es dispensé de réparer tes actes. Et comme il est dispensé de réparer ses actes, il va les poursuivre, mais autrement. Donc il va diluer dans le nouveau système des mécanismes qui lui permettent de poursuivre ses actes. Indirectement. Tout en étant conscient, que on est conscient, on est dans la continuation. Donc, nous ne devons pas perdre notre temps à chercher à rassembler pour pardonner. Non, on ne pardonne pas. Ok, on ne pardonne pas. Par contre, on va mettre, parce que c'est une perte de temps, c'est un divertissement. Les gens qui prônent le pardon, ils sont en train de se divertir, c'est-à-dire qu'ils se détournent de l'objectif réel. Ok, et l'objectif réel, c'est de mettre à contribution ce temps pour nous construire, pour trouver des mécanismes d'autodétermination économique et sociale en interne, puis après, voir comment cela peut rayonner autour de nous. Autour de nous, nous avons les Caraïbes. Nous faisons partie des Caraïbes, donc nous avons nos collègues, les îles caraïbéennes. Et le temps seul peut atténuer notre souffrance. Ce n'est pas la France qui va l'atténuer pour nous.
Donc dire, accorder notre pardon à ce que la France nous a fait est inutile et c'est une perte de temps. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes parce que seul le temps va atténuer nos souffrances. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, nous renforcer d'un point de vue économique, trouver ce qui nous convient comme économie, comme action sociale, ok? Chercher à réduire les monopoles chez nous pour nous épanouir. C'est ce que nous devrions faire au lieu de prôner un pardon, prôner le pardon. D'accord? Les gens qui sont là, ouais, mais il faut pardonner. Non. Parce que si tu fais ça, tu absous totalement la personne qui est en face de toi. Tu la dispenses d'être face à ses actes, de prendre conscience de ses actes et de rétablir un équilibre. Je dis bien rétablir un équilibre parce qu'on ne pourra jamais réparer. Ça ne se répare pas. Une déportation, une humiliation, une codification. Non, ça, c'est des choses qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on. Ça ne se répare pas. Par contre, ça s'équilibre, ça se rééquilibre en étant plus égalitaire. Le mot égalité, liberté, égalité, ça ne doit pas être pris simplement à la légère ou pour certaines sociétés secrètes. Ça doit être pris pour l'ensemble du peuple. Si la France veut avoir un peuple unique, unifié, sans ressentiment, il faut qu'elle retire totalement les lois qui perpétuent un système colonial. Totalement. Et nous, ultramarins, nous n'avons pas à accorder notre pardon à quelqu'un qui sait sciemment, un État qui sait sciemment comment il s'est comporté. Parce qu'en faisant cela, on l'absout de tout. On le dispense de tout. Et lui, il continue indirectement, en sous-main. Donc quand quelqu'un te dit « Ouais, mais tu ne te pardonnes pas », non, ne pardonne pas. Pourquoi ? Parce que pardonner, ça veut dire que je t'accorde un absolu relâchement de ta faute. Je te dispense de rectifier de châtiment. Non, je ne te dispense pas du châtiment. Par contre, moi, je ne reste pas sur ça. Toi, tu viens me demander de me réclamer mon pardon, mais moi, je ne reste pas sur cela. Je te tourne mon dos et je me focalise sur ce que je dois faire pour optimiser mon avenir, mon présent. Et seul le temps va nous permettre de cicatriser. Donc là, je parle du pardon dans ce contexte-là. Parce que l'accorder, c'est absoudre l'autre, d'accord ? On le guérit lui, d'accord ? Alors nous, je ne sais pas dans quel contexte ça va nous guérir nous. Parce que la responsabilité de la gestion des conflits est transmise autrement, d'accord ? Donc les actes de réconciliation avec la France, des expressions de regret alternatives, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut des actes. Si la France veut réellement montrer à ses territoires ultramarins qu'elle est contrie, qu'elle veut, eh bien, il faut qu'elle arrête cette dilution, cette continuation des structures coloniales. Il faut qu'elle l'arrête net, que toutes les lois qu'elle a mises en ce sens, qu'elle l'arrête net, qu'elle lève les interdictions qui nous empêchent de développer une économie avec les autres îles ou les autres pays qui nous entourent. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Ça n'a pas de sens. Qu'elle arrête cette importation massive, aussi bien de ces grosses sociétés ou même de ces produits chez nous. Il faut nous laisser développer une économie qui va permettre à la France de rayonner autrement. Là, la France va être redorée. Quand la France dira « je suis un pays où tous mes territoires bénéficient de l'égalité et de la liberté », ça c'est beau. Parce que ça se verra économiquement parlant. Il y aura un impact, une influence forte. Les reconnaissances insuffisantes des torts passés ne seront pas pleinement reconnues
Et elles ne reconnaîtront jamais, je parle des pays colonisateurs, ne reconnaîtront jamais la gravité de leurs actions passées à tort et causées. Pourquoi? Parce que ça leur a apporté de la richesse. Et ce serait un acte de déni, d'accord? Demander pardon, ou du moins accorder notre pardon, c'est un acte de déni des souffrances subies. Ok? Je sais que certaines personnes vont dire ah, on peut pardonner sans oublier. Je trouve que ça c'est, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est soit la personne est totalement absous et puis bon, elle continue ou tu t'en sépares, d'où l'indépendance, ou elle porte des actes, on est ensemble de manière égalitaire, d'où la continuation avec la France, mais sous une forme d'autonomie, ou tu ne peux pas oublier. Enfin, tu ne peux pas pardonner sans oublier. Tu veux oublier 300 ans d'esclavage, alors que d'autres n'ont même pas fait 100 ans durant la Seconde Guerre mondiale, et personne n'oublie jusqu'à présent. En tout cas, l'idée du pardon, dans notre contexte, est complexe. Je dois vous l'accorder. Donc, je vais partager mon ressenti sur ça. Mais c'est avec un profond respect pour ce que nous avons vécu, ainsi que pour les séquelles qui sont toujours présentes dans nos sociétés postcoloniales, qu'il faut l'aborder. Moi, je l'aborde en disant qu'on ne peut pas absoudre. On ne peut pas dire à la personne, c'est bon, on efface, on tourne la page. Et puis cette personne, elle se sent bien, elle est à l'aise, mais elle continue, mais sous une autre forme. Elle met en place d'autres mécanismes. Ok, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez tout simplement des avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à partager ces vidéos si vous les avez trouvées intéressantes, instructives, et si elles vous ouvrent des perspectives. N'hésitez pas à me contacter pour voir comment nous pouvons mener des actes concrets pour faire avancer la situation au sein de nos territoires. Très belle journée à tous. Mon maïla, c'est parler, nous pas fâcher. On va parler, on va fâcher, on va dans ça, moi constater. Oh, y'a la cassipoté, puis c'est l'année, franchement faut conscientiser. Posez tes temps, dis-moi ça, on va penser, puis c'est tête, nous n'y assez. Des mots, 4 paroles, on va parler, on va fâcher.